France 24, LCP. Public Sénat présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour parler d'un traité de libre-échange qui fait moins de vagues que celui du Mercosur, l'accord commercial entre l'Inde et l'Union européenne. Signé fin janvier à New Delhi par la présidente de la Commission européenne et par le Premier ministre indien, cet accord prévoit la diminution de plus de 90% des droits de douane entre l'Inde et l'Europe, mais il épargne des produits agricoles sensibles comme le bœuf, la volaille et le riz. Ursula von der Leyen s'en félicite. We did it. We delivered the mother of all deals. Nous avons réussi. Nous avons conclu l'accord de tous les accords. Nous créons un marché de 2 milliards de personnes. C'est l'histoire de deux géants, la deuxième et la quatrième économie mondiale. Deux géants qui ont choisi un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Un message fort qui montre que la coopération est la meilleure réponse aux défis du monde. Seulement voilà, cet accord de libre-échange pose aussi des questions. Va-t-il freiner la réindustrialisation européenne alors que l'Inde exporte de nombreux produits faits par une main-d'œuvre bon marché? Sur le plan environnemental, l'Inde va-t-elle respecter la fameuse taxe carbone aux frontières mise en place par l'Union européenne? N'oublions pas que l'Inde de Narendra Modi est très proche de la Russie de Vladimir Poutine, dont il achète le pétrole. Même si Donald Trump a affirmé avoir signé un accord commercial avec l'Inde et que New Delhi privilégiera désormais le pétrole américain. Alors pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui deux eurodéputés. Laurence Farrang, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe centriste Renew. Et face à vous, Tilly Mess, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée luxembourgeoise, membre du groupe Les Verts dans cet hémicycle du Parlement européen. Laurence Farrang, il y a quelques semaines, vous étiez vent debout avec la majorité présidentielle, le président Emmanuel Macron, contre l'accord du Mercosur, accusé de finalement baisser nos normes. Les Français aujourd'hui applaudissent cet accord avec l'Inde. Qu'est-ce qui a changé véritablement ? Pour nous, un accord commercial ne fait pas débat quand il s'agit d'un accord équilibré. Ce qui est, à notre avis, le cas de cet accord UE-Inde, contrairement à celui qui est celui du Mercosur, qui est toujours sur la table aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit en introduction, notamment, il ne touche pas à des secteurs sensibles qui pourraient déséquilibrer totalement soit l'intégralité de secteurs, soit notre économie. Vous l'avez dit, les produits sensibles agricoles sont exclus de l'accord, ce qui est en soi une bonne chose. Deuxièmement, mon groupe, ma famille politique, n'est pas contre les accords commerciaux. Au contraire, nous pensons que l'Union européenne doit s'ouvrir de nouveaux débouchés dans ce contexte très particulier avec les États-Unis, comme avec certaines zones du monde qui posent problème, la Chine, bien évidemment la Russie. Donc cet accord UE-Inde avec une première démocratie au monde et une puissance démographique, c'est la première puissance démographique mondiale, est clé pour nous et très stratégique. Donc selon vous, il y a les bons accords et les mauvais accords. Tilly Mess, est-ce que selon vous, c'est un accord équilibré ? Il est clair qu'il est plus équilibré que celui du Mercosur, ça c'est vrai, qu'il y a une protection par rapport à certains produits agricoles, ça c'est vrai aussi, mais de là à dire que c'est un accord idéal ou parfait, on est loin de là. Il faut savoir que tout ce qui est changement climatique, donc l'accord de Paris n'est pas considéré comme un élément essentiel de cet accord. Il faut savoir aussi que tout ce qui est respect des travailleurs, par exemple, et vous l'avez dit, il y a des millions, entre 11 et 12 millions de travail forcés qui sont quand même boostés aussi à travers cet accord. Donc, il faut savoir que l'Inde n'a pas signé toutes les conventions de ILO, donc qui protègent les travailleurs et les travailleuses. Et quand on pense qu'on va surtout importer du textile et des génériques, donc des médicaments génériques, le textile, c'est quand même problématique. On sait les conditions de travail. Et sachant en plus que l'économie en Inde est à 90% basée informelle, donc il est très difficile de contrôler les conditions de travail puisque ça se fait dans le secteur informel. Alors vous l'avez dit un petit peu déjà, c'est vrai que cet accord exclut les produits agricoles qui vont rester
protégés par des droits de douane. Il s'agit, on va le regarder ensemble, du bœuf, de la volaille, du riz, du blé, du sucre, des bananes et de l'éthanol qui ne font pas partie de cet accord. Cet aspect, il remporte votre adhésion, bien sûr. Mais quand vous entendez parler de biens bon marché indiens qui vont arriver chez nous, lesquels en priorité, est-ce que ça ne vous inquiète pas ? Je dirais une chose. In fine, c'est ce Parlement qui aura le fin mot sur la ratification de cet accord. Et cet accord, on ne l'a pas encore lu dans les détails. Donc il y a une commission qui s'en occupe, qui fera son travail parlementaire. Nous lirons tous les détails de cet accord, évidemment. Mais l'Inde est un pays en voie de développement, 1,4 milliard d'habitants. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, et ma collègue les a pointés du doigt, la question de l'adaptation au changement climatique, le respect des droits sociaux, parfois même des questions de droits de l'homme quand il s'agit du traitement de la minorité musulmane en Inde, peuvent poser des questions. Mais ces aspects, ils sont a priori inclus dans cet accord puisqu'il y a tout un chapitre sur la dimension du développement durable qui concerne en effet adaptation au changement climatique, droits sociaux. Il va falloir qu'on rentre dans les détails. Mais il est vrai que c'est en soi un grand progrès. Pourquoi ? Moi, je suis allée en Inde il y a 2 ans. Je fais partie de la délégation UE-Inde. Et on avait parlé à ce moment-là du pacte vert européen pour voir comment on pouvait en trouver des émanations au plan indien. Or, on n'est pas dans la même situation. Je me rappelle du ministre qui m'a dit on a sorti de la précarité et de la pauvreté 300 millions d'individus grâce à de l'énergie donc on peut pas chère. pouvoir poursuivre notre développement. Voilà. C'est toujours l'argument des pays mais pour en autant, développement. je voulais dire qu'en effet, l'accord de Paris qu'on appelait de nos voeux n'est pas dans l'accord, mais il y a des progrès sur la prise en compte du changement climatique et on a une plateforme d'adaptation au changement climatique. Donc il va falloir rentrer dans les détails, mais ça a été un progrès. Il faut quand même savoir que le chapitre sur la durabilité et tout ce qui est aussi droit des travailleurs, il n'est pas prévu qu'il y ait des mécanismes de litige. Donc, l'un pays ne pourra pas attaquer l'autre pays si cela n'est pas respecté. Donc, c'est quand même sur des pieds fragiles. Comprenez néanmoins pas, nous, les écolos, les Verts, on est aussi en faveur qu'on ait des nouvelles alliances. Mais nous pensons qu'il faut fondamentalement repenser les accords de libre-échange et les faire de façon beaucoup plus ciblée, en respectant les droits humains et en respectant l'environnement. Sur ces droits sociaux des travailleurs indiens, on attend de lire le contenu de l'accord, mais quand même, est-ce qu'on n'est pas en train de fermer les yeux sur une réalité des conditions de travail en Inde pour booster notre croissance ? Il faudra voir avec l'Office international du travail. Ça nous est déjà arrivé d'avoir ces mêmes débats. Je me rappelle du Vietnam à l'époque. Moi, je crois que j'ai voté, ou je me suis abstenue, j'ai voté contre. Il va falloir rentrer dans les détails. Mais c'est vrai qu'à un certain niveau, dans un certain contexte international, à un certain niveau d'accord, il faut trouver des zones d'équilibre et d'atterrissage et de négociation avec des États qui n'ont pas les mêmes standards que les nôtres, dans des zones géographiques extrêmement sensibles et avec un moment de leur développement qui n'est pas le même. Donc en effet, là aussi, il y a une espèce de... Donc il faut abaisser nos normes sociales pour conclure cet accord. Non, il faut... c'est toujours la question de les faire progresser à leur rythme. Et je pense que la question de faire progresser à son rythme est aussi un vrai enjeu, puisque là, on touche presque à de la diplomatie. Alors justement, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique, il y a un autre problème que pose cet accord avec l'Inde, c'est celui de la dépendance indienne au pétrole russe, qui d'ailleurs leur permet en quelque sorte à la Russie de Vladimir Poutine de contourner nos propres sanctions. Comment l'Union européenne peut signer cet accord avec un allié objectif de la Russie, au risque donc d'être accusé de financer indirectement la guerre ? Ça, c'est un autre éléphant dans la salle qu'il faut quand même nommer, c'est les liens de l'Inde avec Poutine. Donc, évidemment, c'est quelque chose. Donc, si on veut le présenter ici comme un accord anti-Poutine, comme on a bien voulu le présenter Mercosur comme un accord anti-Trump, je ne suis pas du tout d'accord, d'ailleurs, puisqu'il y a eu des accords bilatéraux entre Trump et Milei d'Argentine. Donc, parenthèse, juste, ici, ce n'est pas un accord anti-Poutine. On est clair là-dedans. Sur cette question du pétrole russe, Laurence Fareng, l'Inde est l'un des premiers acheteurs du pétrole russe, juste derrière la Chine. Comment l'Union européenne, soutien de l'Ukraine, peut signer aujourd'hui un tel accord ?
Je disais les conditions de ce que sont l'Inde et de la question de l'énergie pas chère. On a été très consommateur d'énergie russe pendant des années et on sait combien on a été dépendant. Évidemment, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, mais pour autant, on sait dans quelle zone géographique est ce pays, qu'elle a des relations avec la Chine, avec l'Inde. Et il faut, dans ce moment de bascule et de chaos mondial, avec l'incertitude qui nous est apportée par Donald Trump, pouvoir avoir des partenaires qui ne sont pas tout à fait alignés sur le 100% de nos standards, mais avec qui on peut communiquer. L'Inde demeure une démocratie, ce qui n'est pas anodin de pouvoir parler à un démocrate qui peut... pourquoi pas avoir plus de liens et d'accès à l'Union européenne sur certaines valeurs ou certains objectifs finaux. Par ailleurs, alors sur la question, oui, c'est pas idéal. Alors Donald Trump semblerait-il nous aide puisqu'il a demandé à ce que l'Inde s'approvisionne en pétrole, alors en GNL américain, ce qui n'est pas non plus idéal. Enfin, c'est pas les mêmes finalités économiques, c'est pas idéal. Ouais, ce qui n'est pas idéal en termes écologiques. Voire aller au Venezuela, exploité par je ne sais pas qui. Enfin, c'est toujours des fantaisies à la Donald Trump. Je dirais que nous, dans l'accord, on est quand même assez exigeant parce qu'on vous en avez pas parlé, mais on a exclu l'acier de cet accord. Et l'acier, c'est un facteur aussi polluant très fort. Et on veut être souverain sur ces questions-là. Alors c'est vrai qu'il y a des sujets sensibles comme les génériques, vous l'avez cité. On n'a pas exclu l'acier. Hein. Si, on a exclu l'acier. Non. On a réduit les quotas d'importation, mais c'est clairement... Non, mais on a des baisses de droits. On a des baisses on a des baisses sérieuses de 3,5 millions de tonnes à 1,6 million de tonnes, mais on continue à importer de l'acier de l'Inde. Pas avec des conditions financières augmentées. Mais on parlait de cette grande démocratie, qu'il faut faire un club des démocraties. Politiquement, l'Inde est dirigée depuis 12 ans par Narendra Modi, qui prône un nationalisme centré sur l'hindouisme, avec marginalisation, on a commencé à l'évoquer, de minorités religieuses, les musulmans et les chrétiens. On doit fermer les yeux aussi, ou alors est-ce que ça doit faire partie de notre réflexion sur ces accords commerciaux ? En général, il faut savoir qu'on a beaucoup d'espoir par rapport au commerce et disons-le de façon honnête, cet accord Union européenne-Inde, a priori, même si ça n'a pas encore été discuté largement au Parlement européen, le vote va seulement venir, il s'agit vraiment d'un accord pour protéger notre industrie de l'acier et pour protéger l'industrie automobile. Soyons clairs sur cela, ça ce sont les objectifs premiers et clairs. Maintenant, il y a certainement des problématiques de droits humains, il y a des problématiques environnementaux qui sont peu abordées ou guère abordées ou abordées de façon insuffisante. Et pour ça, nous on dit que la solution pour se positionner géopolitiquement dans le monde n'est certainement pas avec des accords de libre-échange qui sont old school, vous dites qu'il faudrait, sont désuets. Il y a dans le monde des accords de libre-échange et notamment ce qu'on est, je suis vice-présidente de l'Afrique du Sud, ce qu'on est en train de travailler là, ce sont des nouveaux modèles d'accords de libre-échange. Ceci, pour moi, n'est pas un nouveau modèle, mais il faudrait vraiment des accords bilatéraux, multilatéraux, beaucoup plus ciblés, notamment pour réduire le plastique, par exemple, notamment pour vraiment avoir des cibles spécifiques, pour avoir un échange, par exemple, de matières premières et de technologies et de know-how de l'autre côté. Donc, il y a possibilité d'avoir des accords de libre-échange, ça existe déjà pour la libéralisation de produits vraiment durables. Donc, il y a d'autres solutions. Il y a des alternatives à ces accords qui sont désuets. C'est un accord de libre-échange à l'ancienne, Laurence Farring, qui ne prend pas en compte notamment la question des droits de l'homme et des minorités religieuses qui sont de plus en plus invisibilisées en Inde. Mais ça, c'est une vraie question de préoccupation. Moi, je m'en suis déjà inquiétée. Ça a été discuté, mais même lors de nos voyages. Donc, c'est un point, évidemment, qui devra appeler toute notre attention, in fine, sur le vote final, évidemment. Mais je voudrais dire quand même que cet accord commercial se double toujours d'un accord politique également. Et qu'il y a des questions qui ont été notamment discutées au 16e sommet UE-Inde qui vient d'avoir lieu sur deux sujets qui est le renforcement des capacités et des collaborations en termes de défense, notamment en matière maritime, ce qui n'est pas tout à fait anodin dans le moment que nous vivons et même par rapport à la Russie. Et deuxièmement, je dirais un autre terme qui s'est
où on est plus dans le soft power, mais sur la question de la coopération en matière de compétences. Et Dieu sait que l'Inde est un grand pays d'innovateurs. Alors, l'Union européenne, elle a déjà signé 10 accords commerciaux, une dizaine donc, et qu'elle n'a pas toujours mis en avant. Avec l'imprévisibilité de Trump, elle accélère sur l'Australie, les Émirats arabes unis, la Malaisie. Est-ce que c'est la bonne voie pour l'Europe qui se veut plus souveraine que de multiplier très vite, parce qu'on sent bien qu'elle a mis le booster là, ces accords commerciaux, très rapidement l'une et l'autre? Je pense qu'il faut de nouvelles alliances à l'Union européenne. Il faut une diversification pour avoir notre matière première, pour avoir nos ressources. Là, on est tous d'accord. Mais il faut aussi un nouvel modèle d'accords commerciaux, j'ai dit tantôt. Donc, on doit changer de modèle de ces accords de libre-échange qui soient vraiment au bénéfice de la population et pas seulement aux multinationales, respectivement, pour une minorité d'actionnaires qui vraiment en bénéficient. Mais je rejoins ma collègue pour dire il ne faut pas que ce soit à la Mercosur. Par exemple, l'Australie peut peut-être nous inquiéter un petit peu, notamment en matière agricole, à savoir, évidemment, il y a toujours machines-outils, agriculture, des choses qu'on ne devrait pas mélanger. Donc, oui, en termes d'ouverture de l'Union européenne, on doit multiplier ces accords en regardant ce qu'il y a dedans et en faisant en sorte qu'ils soient cohérents avec nos normes, ou qu'en tout cas, s'ils ne sont pas tout à fait, on n'est pas avec des pays tout à fait alignés sur nos normes, on les fasse progresser, ou on arrive à collaborer sur certains points stratégiques comme on l'a dans l'Inde. Demain, ça n'empêche pas aussi notre souveraineté et tout ce qu'on fait sur la préférence européenne, notamment en matière automobile, etc., etc. Est-ce que je peux juste dire une Rapidement. phrase? Moi, je dis juste, en politique, la panique et la peur sont des mauvais conseils. Par contre, le courage d'être fidèle à ses valeurs, ça, c'est bon conseil en politique. Et c'est beaucoup plus durable. Alors voilà, on ne vous réconciliera pas sur le rythme, en tout cas, de signature de ces accords, ni d'ailleurs leur contenu. Merci à vous de nous avoir suivis. Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.